7 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour récupérer le premier homme. Pour le second, il en faudra presque 48. Et dans cet écart entre les deux chiffres se cache la question qui devrait vraiment t'intéresser. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain quand il comprend qu'il vient d'être laissé seul, en territoire ennemi, et que personne ne sait exactement où il est? Le 3 avril 2026, un F-15E Strike Eagle américain s'écrase au-dessus du sud-ouest de l'Iran, touché par un tir de défense anti-aérienne. 2 hommes à bord, un pilote et un officier des systèmes d'armes, un colonel, l'homme chargé de gérer le radar, les armements, la coordination tactique pendant que le pilote pilote, 2 sièges éjectables, 2 parachutes qui s'ouvrent dans le même ciel, et puis, en quelques secondes, 2 destins qui divergent complètement. Reste jusqu'à la fin parce que ce qui va suivre n'est pas seulement l'histoire d'un sauvetage spectaculaire avec des centaines d'avions engagés, c'est l'histoire de ce qu'un cerveau humain est capable de faire pour rester fonctionnel quand tout, absolument tout, indique qu'il devrait paniquer. Commençons par comprendre pourquoi ces 2 hommes se retrouvent dans des situations radicalement différentes alors qu'ils viennent du même avion. Le pilote touche le sol et, en quelques heures à peine, les forces américaines le récupèrent. Une extraction rapide, presque chirurgicale. Le colonel, lui, n'a pas cette chance. Il atterrit ailleurs, séparé de son coéquipier, dans une zone montagneuse du sud de l'Iran, quelque part entre les chaînes du Zagros. Un terrain qui grimpe à plus de 2000 mètres d'altitude, fait de crevasses, de roches nues et d'une absence presque totale de couverture. Et c'est là que la situation bascule en quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une simple question de chance. Parce que voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur ce genre de situation. La première chose qui tue un homme isolé en territoire hostile, ce n'est généralement pas l'ennemi, c'est la panique. C'est ce que les psychologues appellent parfois l'effet tunnel, cette tendance du cerveau sous stress extrême à se focaliser sur une seule menace, un seul scénario catastrophe, au point de perdre toute capacité d'analyse froide de la situation réelle. Un homme paniqué bouge trop, parle trop fort à la radio, prend des décisions impulsives. Un homme qui garde le contrôle de son tunnel attentionnel, lui, fait l'inverse. Il rationne, il observe, il attend, et c'est exactement ce qui semble s'être passé. Selon les informations rapportées, le colonel se réfugie dans une crevasse rocheuse, un repli du terrain suffisamment dissimulé pour échapper à l'observation directe. Un responsable du Pentagone ira jusqu'à dire qu'il était pratiquement invisible, sauf pour les moyens de renseignement les plus sophistiqués dont disposait l'armée américaine. Pense à ce que ça implique mentalement. Tu es seul, blessé, selon les déclarations officielles, dans un pays qui vient de promettre une récompense à quiconque capturerait un pilote ennemi. Et ta seule arme, ce n'est pas un fusil, c'est ta capacité à ne rien faire. Parce que c'est ça, le vrai dilemme psychologique de cette histoire. Il dispose d'une balise de détresse, un petit transmetteur qui peut signaler sa position aux forces de secours. Mais chaque activation est un pari. Si tu émets, tu donnes ta position, pas seulement aux Américains qui te cherchent, mais potentiellement à tous ceux qui te traquent au sol. Si tu n'émets jamais, tu risques de disparaître purement et simplement des radars, au sens propre comme au figuré. Ce n'est pas un choix binaire facile. C'est un calcul permanent entre 2 peurs contradictoires, et il faut le refaire encore et encore, heure après heure, sans savoir lequel des 2 scénarios est en train de se rapprocher de toi en ce moment précis. Pendant ce temps, au sol, l'Iran ne reste pas inactif. Les gardiens de la révolution déploient des effectifs dans la zone. Des nomades locaux, armés, habitués à ce terrain depuis des générations, se mettent eux aussi en mouvement, attirés, selon les autorités iraniennes elles-mêmes, par la promesse d'une récompense en cas de capture. Autrement dit, ce n'est plus seulement une armée organisée qui cherche cet homme. C'est tout un écosystème humain du terrain, des gens qui connaissent chaque repli de roche mieux que n'importe quel service de renseignement par satellite. Et c'est précisément là que la CIA entre en jeu, avec une méthode qui dit beaucoup sur la psychologie du combat moderne. Plutôt que de jouer la carte de la dissimulation totale, les services américains lancent une opération de désinformation délibérée. Ils laissent filtrer l'idée que le colonel a déjà été localisé, que son exfiltration est en cours. L'objectif n'est pas de mentir pour mentir. C'est de manipuler l'attention de l'adversaire, un peu comme on détourne le regard de quelqu'un pour gagner quelques secondes décisives. Pendant que les forces iraniennes recalibrent leurs recherches autour d'une fausse piste, le véritable dispositif de sauvetage se met en place, loin des regards. Si cette histoire te marque autant qu'elle m'a marqué, un like aide d'autres personnes à la découvrir. Parce que ce qui arrive ensuite mérite d'être connu. Dans la nuit du samedi au dimanche, plus de 48 heures après l'éjection, l'opération de récupération est lancée. Pas une petite équipe discrète. Un dispositif d'une ampleur rare, plus de 150 appareils mobilisés au total sur l'ensemble de la mission. Chasseurs, ravitailleurs, drones de surveillance, MQ-9, avions d'attaque au sol, A-10, hélicoptères Black Hawk, avions de transport spécialisés MC-130J. Au sol, des commandos d'élite, notamment de la SEAL Team 6, l'unité de la marine américaine spécialisée dans ce type d'extraction à très haut risque, en coordination avec d'autres forces spéciales.
Pourquoi un tel déploiement pour un seul homme? Parce que dans la doctrine militaire américaine, abandonner un membre d'équipage en territoire ennemi n'est tout simplement pas une option envisageable, c'est un principe presque sacré qui structure l'identité même de ces forces, mais il y a aussi quelque chose de plus profondément humain là-dedans. Quand un commandement militaire engage des centaines d'hommes et des dizaines d'appareils pour en sauver un seul, c'est aussi un message qu'il s'envoie à lui-même. Personne n'est laissé seul. Et ce message-là, psychologiquement, vaut autant pour celui qu'on sauve que pour tous ceux qui viendront après lui, et qui sauront que ce principe n'est pas qu'une formule. L'opération ne se déroule pas sans accroc. Selon plusieurs sources, des tirs venus du sol touchent certains appareils engagés dans la zone. Un avion d'attaque A-10 est frappé et son pilote doit s'éjecter à son tour au-dessus du golfe cette fois avant d'être récupéré. Des appareils de transport sont perdus au sol dans des circonstances encore disputées entre les versions américaines et iraniennes. La télévision d'État iranienne revendique plusieurs destructions d'appareils américains et compare publiquement l'opération à un précédent tristement célèbre. Eagle Claw, en 1980, cette tentative avortée de libérer des otages américains à Téhéran qui s'était soldée par des hélicoptères calcinés dans le désert et 8 soldats morts. Un traumatisme qui avait marqué durablement la confiance de l'armée américaine dans ce genre de mission. Mais cette fois, l'issue est différente. Dans la nuit, en territoire hostile, sous une pression constante, les forces spéciales localisent et extraient le colonel. Donald Trump l'annonce lui-même en des termes qui, au-delà de la rhétorique politique, disent quelque chose de vrai sur ce qu'a vécu cet homme. Un soldat traqué heure après heure dans des montagnes hostiles, jamais vraiment seul, parce que sa position était surveillée en continu par sa propre chaîne de commandement jusqu'au sommet. Une nuance importante mérite d'être soulignée ici. Malgré les déclarations spectaculaires de toutes les parties, une partie significative des détails exacts de cette opération reste classifiée ou contestée et certains éléments avancés publiquement, notamment du côté iranien, n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Ce qui reste, en revanche, largement incontesté, c'est ce que cette histoire révèle sur la mécanique mentale de la survie en isolement. Ce colonel n'a pas survécu 48 heures dans une zone hostile grâce à un exploit physique extraordinaire. Il a survécu parce qu'il a réussi à transformer la peur en discipline. Chaque décision de bouger ou de rester immobile, chaque choix d'activer ou non sa balise, chaque heure passée à attendre sans certitude, c'est un exercice permanent de régulation émotionnelle sous une pression que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. Ce n'est pas la technologie qui a sauvé cet homme. Ce sont des centaines de personnes qui ont refusé de le laisser seul et un cerveau humain qui a réussi, envers et contre tout, à ne pas céder à la panique quand céder à la panique aurait été la réaction la plus naturelle du monde. Et si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas hier, pas seulement sur cette opération militaire, mais sur ce que les hommes sont capables de supporter quand tout semble perdu, pense à laisser un like. C'est ce qui permet à ces récits de toucher le plus grand nombre.